Bonjour à tous. Je m'appelle Nicolas Efferman, je suis directeur général France pour Intersystems. Merci de prendre le temps de venir à cette Agora cet après-midi. J'ai l'honneur d'être accompagné par le CHU de Toulouse pour cette présentation, Nicolas Delaporte, DSN, et Tania Jouffret, responsable data. On a prévu une petite présentation pour vous aujourd'hui qui, voilà, pour nous, Intersystems nous paraît intéressant. Le CHU de Toulouse est, selon nous, un des établissements les plus matures sur un sujet qui est assez critique dans la stratégie d'un établissement, c'est comment maîtriser ses données dans un applicatif qui est pas toujours, on va dire, favorable à ce genre de pratique. Donc, on fera une présentation en 3 parties. D'abord Monsieur Delaporte pour présenter plus la stratégie, Madame Jouffret pour donner plus d'exemples, et ensuite j'essaierai de faire une extrapolation au niveau du marché français, peut-être européen, de ce genre de pratique. Monsieur Delaporte. Merci. Merci de nous accueillir pour cette Agora. Bon, moi, ce que je souhaitais vous partager, c'était ce que nous avons pu mettre en place au CHU de Toulouse autour de la donnée. En fait, on est parti d'un constat, c'est que on a beaucoup de données dans un CHU, beaucoup d'applications, beaucoup de données. Et puis, on n'en est pas forcément complètement en maîtrise, complètement en indépendance. Ça, c'est un constat fort, c'est-à-dire qu'on s'est dit, sur cette partie de data, on doit reprendre la main sur ce sujet. La main pour en donner de la valeur pour nos soignants, pour ceux qui soignent, la main pour pouvoir partager l'information, la rendre interopérable, et puis pour vous parler un petit peu de ce qui est en vogue en ce moment, pour aussi faire du traitement algorithmique ou faire de l'IA. Donc ce constat-là, on s'est donné un cap. Reprendre la main sur cette donnée, constituer un entrepôt de données Fire pour pouvoir la rendre interopérable. Ça a été un peu je dirais le maître mot qu'on a partagé avec nos équipes médicales et soignantes et qui a fait le cœur de notre stratégie digitale. Et quand je dis ça, ce n'est pas forcément que travailler autour de cet entrepôt, parce que la donnée, il faut la rendre utile, il faut la rendre explicite, sémantique, il faut qu'elle ait de la valeur sur un versant scientifique, et il faut se réapproprier nos dossiers patients et informatisés ou de spécialité, ce qui n'est pas une mince affaire. Donc on a calé aussi en lien avec cette stratégie de la donnée, une transformation de notre dossier patient, une transformation pour redonner du sens à tout ça. On a 3 grands thématiques qu'on couvre, que vous voyez là. Il y a l'IA, comment on va utiliser cette donnée, comment on va pouvoir faire ces traitements algorithmiques, la donnée en tant que telle, la robotisation pour rendre les choses, je dirais, répétitives, favorables pour ceux qui les utilisent et moins rébarbatives. Et puis, les partenaires académiques, on est universitaire, donc c'est un champ fort, la recherche clinique. On va constituer au sein du CHU de Toulouse ce qu'on a considéré appeler un InnovLab ou InnovView, on va le nommer comme ça, qui va nous permettre de tirer de la transformation organisationnelle au travers des outillages numériques. Et ça, c'est un des fondamentaux complémentaires à cette stratégie de la donnée et cette stratégie d'interopérabilité. Donc ça a porté le cœur de notre feuille de route. Comme le sujet de l'interopérabilité est complexe, vous voyez à gauche, c'est un peu le bazar, pour pas dire autre chose. C'est toujours complexe d'échanger de la donnée entre nos solutions. Enfin, c'est pas contre nos éditeurs, mais ils sont tous dans le cadre d'interopérabilité, mais qu'ils ont adapté à leur manière. Partant de là, on a regardé ce qui se faisait sur le marché, ou en tout cas dans les standards. On a le standard HOMOP qui est autour des entrepôts de santé, et puis on a Fire. Et on pense que Fire, c'est ça qui va nous permettre de décloisonner, qui va permettre d'envisager une autre façon de voir la donnée dans le cadre de la stratégie d'évolution de la santé, et notamment tous les enjeux de soins, de prévention ou de santé populationnelle pour ceux à qui ça parle, c'est-à-dire être en capacité d'élargir, de décloisonner notre SI, passer d'un SIH, un système d'information hospitalier, à un système d'information de santé
plus holistique et plus large. Donc on a misé sur l'entrepôt Fire, on a constitué les choses. Ce qui est bien, c'est qu'on a été pionnier. Quand on est pionnier, on passe dans toutes les agoras, on vient en parler. On a du mal à convaincre parce qu'il a fallu motiver les équipes médicales, les équipes techniques, puis arriver à le faire. Ça, on est aujourd'hui en 2026, on a démarré ça en 2023 à peu près, 2022-2023, et on est en train seulement, et vous le verrez après, de parler des premiers cas d'usage, des premiers cas de transformation. Donc c'est un sujet qu'on a porté depuis longue date. J'accélère un petit peu la présentation pour vous dire que c'est d'abord une plateforme technique qu'on a constituée avec les solutions intersystèmes, une standardisation des données, j'y reviens et j'insiste, il faut donner la valeur à cette donnée, il faut la standardiser, il faut rendre utile les dossiers de spécialité, les dossiers informatisés, il faut que ça ait une valeur pour ceux qui sont alignés. Moi je croise des PUPH qui me disent c'est super, on rentre l'information mais j'en tire pas grand chose, ou en tout cas dans la dimension de recherche clinique ou d'autres outils, je n'arrive pas à échanger. Donc cette standardisation, elle est importante. Et puis on a misé en complémentarité avec Fire parce que ça se relie bien, c'est-à-dire qu'on a un format, un standard, une plateforme d'interopérabilité. On a mis en place, ou on est en train de mettre en place plus exactement, un dictionnaire de terminologie, une sémantique, une standardisation, je dirais, de la donnée clinique, pour faire simple. Tout ça pour nous emmener vers une stratégie de partage de l'information autour de l'espace des données de santé européenne qui embarque à la fois la donnée primaire, celle du soin, mais aussi la donnée secondaire, c'est-à-dire avec l'élargissement des entrepôts de données. Donc, dans un panorama que je vous ai donné un peu rapidement, on a travaillé à structurer le cœur de notre projet qui est d'abord la data, on parlera de l'IA plus tard, donner une plateforme d'interopérabilité pour pouvoir échanger de manière très large avec l'ensemble des solutions du marché à l'intérieur de l'hôpital mais aussi à l'extérieur, et se préparer pour la suite, c'est-à-dire l'enjeu populationnel, l'enjeu de transformation du système de soins où le numérique va tirer sans doute la valeur la plus forte de ce système. Tout ça pour vous dire que on a mis en place une gouvernance aussi, une préparation de la qualité. On embarque les acteurs métiers, c'est pas un sujet que technique. La plateforme est technique. Le sujet de la standardisation, le sujet de l'interopérabilité, c'est un sujet de métier, c'est un sujet de ceux qui sont au sein de l'hôpital. Et puis ensemble, on veut rendre ce data vraiment performante, utilisable, partageable, vous l'avez compris, et vous allez le voir avec les cas d'usage, avec des perspectives qui sont, on pense, intéressantes. Merci. Alors donc vous l'aurez compris, pour nous la donnée elle est vraiment au cœur de la transformation du système de santé. Tout part de la donnée. Il faut qu'elle soit fiable, de qualité. Il faut aussi qu'elle soit interopérable pour pouvoir circuler facilement entre toutes les applications. Une fois qu'on a cette base solide, alors on va pouvoir créer de l'usage qui va apporter de la valeur. C'est-à-dire des processus mieux optimisés, de l'automatisation, des solutions qui vont pouvoir répondre réellement aux besoins du terrain. Et tout ça, ça va avoir un impact direct sur le soin, puisqu'on va pouvoir améliorer le parcours des patients, on va pouvoir gagner du temps, fluidifier aussi le travail des équipes et donc leur permettre de prendre de meilleures décisions. La donnée, c'est pas un objectif en soi, c'est vraiment un levier puissant pour transformer notre système et améliorer aussi la qualité des soins. Donc du coup concrètement comment on a mis en place cet écosystème Fire au CHU de Toulouse, ça repose sur 3 éléments essentiels: les cas d'usage, la plateforme et les référentiels. Donc les référentiels, en fait, tout part de la volonté de normaliser nos objets métiers. C'est-à-dire qu'en fait, on a choisi de ne plus traiter la donnée de façon isolée, mais d'avoir des référentiels partagés. Qu'un médicament, un séjour, un patient ait la même structure pour tous, pour tout le monde. Donc que ça soit dans notre système d'information, dans le territoire, dans le national et pourquoi pas même à l'international. Ensuite, la plateforme, donc ça c'est le moteur technique, c'est ici qu'Intersystem intervient. Et donc cette plateforme, en fait, ça va être le cœur battant, c'est ce qui va donner vie au référentiel. Cette plateforme, elle se contente pas de faire circuler l'information, elle va la valider, elle va la traduire en Fire et puis garantir sa qualité en temps réel. Sans cette plateforme-là, le référentiel, c'est qu'un concept théorique.
Pour finir, on a le cas d'usage. Bon, ben là, le cas d'usage, clairement, c'est la preuve concrète. C'est ici qu'on va vraiment pouvoir mesurer les gains, qu'on va pouvoir vraiment mesurer la réduction d'erreurs, le gain aussi en agilité. C'est ici que le concept prend vie, y compris pour nos soignants, pour nos patients. Du coup, si on parle un petit peu plus concrètement et qu'on prend l'exemple de la gestion des rendez-vous. La gestion des rendez-vous, avant Fire, ça ressemble à quelque chose comme ça. C'est-à-dire qu'au CHU Toulouse, on a environ 7 applicatifs. Chacun dans son coin, chacun dans son langage, chacun son flux dédié. Résultat, mais chaque fois qu'on va ajouter une application, il faut recoder le flux. On va du coup avoir un nouveau tuyau, comme on voyait tout à l'heure, un point de fragilité, et voilà. Et si jamais on change une application, alors là c'est tout le château de cartes qui vacille et ça va pas du tout. Donc, qu'est-ce que ça signifie pour le patient? Ça signifie qu'un patient qui va avoir un parcours complexe, c'est-à-dire qu'il va se promener dans différents services au sein de l'hôpital, lui, on va avoir beaucoup de difficultés à lui faire suivre ces informations dans toutes ces applications-là. Qu'est-ce que ça signifie côté SI? Une charge énorme en termes d'interopérabilité, des développements spécifiques. Voilà. Maintenant, si je bascule et que je bascule sur la vision Fire, la gestion des rendez-vous avec Fire, ça devient ça. C'est-à-dire que le rendez-vous, devient un objet standardisé au cœur. Qu'est-ce que ça change pour le patient? Le patient, lui, va avoir une visibilité totale de son parcours puisqu'on a la donnée du patient au cœur qu'on va pouvoir distribuer dans les différents applicatifs. Et qu'est-ce que ça va changer pour l'établissement? Une réduction massive de la charge d'interopérabilité, bien sûr. Et puis là, on maintient plus 300 flux. On va alimenter une plateforme. Donc on gagne en robustesse, on gagne en agilité et en vitesse de déploiement. Pour l'innovation aussi, gros impact, puisque sur ce schéma-là, si on part d'un objet standardisé au cœur, évidemment, ça signifie une prise de rendez-vous en ligne, des applicatifs externes et pourquoi pas l'alimentation de plateformes territoriales pour le GHT. Tout devient beaucoup plus simple. Voilà, on est sur un parcours programmé interopérable avec beaucoup plus de disponibilité, de visibilité de disponibilité et d'occupation et bien sûr encore une fois une charge d'interop réduite. Ici, plus en détail, le cœur de notre approche. Donc, au centre, on a la plateforme Fire, encore une fois, comme je vous l'ai dit, elle se contente pas de stocker de l'information. C'est un pivot qui permet de faire circuler la donnée. Autour de ce socle, on a identifié 4 bénéfices majeurs. Le premier, la sécurité. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va pouvoir minimiser les données. C'est-à-dire, contrairement à avant où on envoyait toutes les données, là, on va pouvoir vraiment réduire et n'envoyer que les données nécessaires. Donc, on s'améliore sur la gouvernance, on s'améliore sur la confidentialité. Ensuite, au niveau parcours patient, comme on l'a vu à plusieurs reprises, on va pouvoir fluidifier. Les informations vont arriver en temps réel et on va avoir du coup un circuit beaucoup plus fluide. Et de fait, donner du temps à nos soignants. Le gain financier, au niveau des équipes techniques, évidemment, on a moins de développement spécifique, moins de maintien en conditions opérationnelles. On va pouvoir gagner en efficacité, en économie et en vitesse de déploiement, comme on l'a déjà vu. Et pour finir, en innovation et en recherche, un bénéfice important puisque on va avoir une donnée propre, exploitable immédiatement. Ce qui signifie que ça ouvre la voie à l'intelligence artificielle, à des projets de recherche, et éventuellement des projets GHT aussi. Si on essaye de faire un petit peu un transfert concret sur un projet qu'on a à l'étude autour de la pharmacie au CHU de Toulouse, toujours pareil, au cœur, on a évidemment cette plateforme Fire. Et au niveau sécurité, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'on va pouvoir aligner tous nos référentiels, que ce soit les structures, les marchés, les fournisseurs, les produits. Et du coup, on va pouvoir parler le même langage. Du CIO jusqu'à la SNOMED, on parle la même langue et résultat, on a une traçabilité complète du stock jusqu'au patient. Ensuite, côté patient,
Toujours pareil. Avant, c'était un parcours du combattant. Aujourd'hui, on va pouvoir avoir la traçabilité de la prescription jusqu'à la facturation. Donc, on a vraiment un suivi du début jusqu'à la fin avec un patient qui va en bénéficier évidemment directement. Côté finance, toujours pareil, c'est très concret, évidemment, moins de péremption, moins de gaspillage, moins d'erreurs et encore une fois, moins de développement spécifique. Et pour finir, au niveau innovation et recherche, de la même manière, on va avoir la possibilité de faire des projets de recherche, pourquoi pas alimenter un entrepôt de données de santé, avoir des projets au niveau du GHT et avoir un partage de données beaucoup plus efficace. Donc ce qu'on vit aujourd'hui, c'est un vrai changement de monde, dans le sens où on n'est plus sur une... Avant, on parlait technique, avant, la donnée, elle était dans une application, c'était de l'informatique, et c'était comme ça. Aujourd'hui, on parle plutôt métier. On parle métier parce que la donnée, en fait, si elle dort dans un serveur, elle sert à rien, elle sert à personne. Et qu'en fait, elle prend de la valeur quand elle est vivante. Pour qu'elle soit vivante, il faut qu'elle soit enrichie, il faut qu'elle soit challengée par ceux qui l'utilisent au quotidien. Donc chez nous, on les appelle les métiers parce que ce sont les soignants, ce sont les pharmaciens, c'est la logistique, l'administratif. En tout cas, ce sont leurs pratiques, leurs contraintes, ce sont leurs idées qui vont vraiment donner du sens à cette donnée. Et c'est pour ça qu'on est obligé en fait d'avancer ensemble. Et donc on co-construit, on travaille ensemble au niveau collectif. On peut pas transformer le numérique dans son coin, c'est pas possible. On le transforme ensemble. Et donc le système d'information, à ce titre, grâce à la donnée, devient un levier partagé au service des usages et des parcours patients. Ouais, merci. Merci beaucoup. Ouais, merci. Alors, je suis sûr que vous avez plein de bonnes questions pour le CHU de Toulouse. On y reviendra dans quelques minutes. Moi, je vais me tenter à une petite prise de recul sur ce sujet-là, parce que certains d'entre vous, potentiellement, vous posent la question de moi, j'avais prévu de faire ça dans mon DPI. Okay. Et il y a en effet un débat dans le marché qui est qu'est-ce qu'on fait dans le DPI et qu'est-ce qu'on devrait faire à côté du DPI? Est-ce qu'il faut un DPI monolithe qui fait tout, ou est-ce qu'il faut plutôt partir sur une architecture modulaire, fédérée, avec différents logiciels de spécialité qu'on arrive à coudre ensemble avec de l'interopérabilité et des choses comme ça? Et c'est un débat légitime parce que quand on regarde dans le marché, on voit bien qu'il y a différents établissements qui prennent différentes directions. Et si je regarde par exemple au niveau européen, on peut voir dans les 6 derniers mois la Charité de Berlin qui a sélectionné Epic, donc en méga DPI monolithe pour tout faire. Et en parallèle, quasiment dans le même mois, la région de Gothenburg qui annule son contrat avec Oracle Cerner en disant c'est foutu, c'était trop ambitieux de mettre tout le monde sur un gros DPI, c'est une erreur tout ça, il faut que chacun puisse choisir ses logiciels et on va tout fédérer. Et donc nous, on a un petit peu cette chance d'être impliqués dans tout ce type de projet. Et en fait, le plus on y réfléchit, le plus on se dit que c'est pas l'un ou l'autre, c'est probablement les deux. Et ça revient en fait à se poser la question de qu'est-ce qu'on attend d'un DPI, quelles sont les limites du DPI et qu'est-ce qu'il va falloir faire plutôt sur le volet architecture modulaire. Donc notre expérience des deux côtés nous permet d'avoir un petit peu ce regard-là. Et là, aujourd'hui, cet après-midi, on va plutôt vous parler de l'architecture modulaire. Donc avec le CHU de Toulouse, c'est vraiment ce genre d'approche. Et merci. Et du coup, voilà, on se pose la question de quand aujourd'hui on utilise le DPI et un EAI, donc EAI pour les termes barbares, c'est la plateforme d'interopérabilité pour faire circuler les données. Aujourd'hui, on sait qu'on a besoin d'envoyer les résultats de labo, du logiciel de labo au DPI, des échanges comme ça. Mais voilà, on sait que ça ne répond pas à tous les besoins. Et la première limitation, c'est que un DPI, c'est un logiciel de production de soins et de documentation.
C'est pas un logiciel qui est fait pour s'intégrer avec d'autres applications. Donc c'est long, c'est coûteux. Il faut demander aux différents logiciels. Et d'ailleurs, je crache pas sur les DPI. On a un DPI, donc vraiment c'est en toute transparence. C'est comme ça aujourd'hui que les choix se font. On sait également qu'on reste très dépendant des éditeurs. Très souvent, quand on doit mobiliser des points de données, il faut aller parler à l'éditeur, il faut négocier un connecteur sur mesure et ça coûte de l'argent et ça prend 6 mois et c'est l'enfer. Ensuite, il y a beaucoup d'établissements qui, à juste titre, se disent on va quand même envoyer toutes les données dans le DPI. Mais envoyer les données, ça peut vouloir dire plein de choses. Et en fait, malheureusement, on envoie surtout des documents. Et ces documents contiennent des données, mais ils sont enfermés dans le document et ils ne sont pas mobilisables à travers des approches de standardisation, par exemple celle dont on vient de parler. Quand il s'agit d'alimenter des EDS, des jumeaux numériques, des command centers, etc., on voit qu'on n'y arrive pas non plus. Enfin bon, vous avez compris l'idée, le DPI plus le AI a ses limites et on lui en veut pas, c'est simplement son périmètre à lui. Donc l'architecture qui, aujourd'hui, selon nous, selon moi, en train d'arriver à un consensus sur ce genre d'architecture, c'est une architecture en 3 morceaux comme ça. Donc on part de l'EAI, mais on va pas s'arrêter là. Bon, une première étape, on va rationaliser les données qu'on transporte. Donc tous les messages qui passent dans l'EAI, on va les comprendre. Je sais que je transporte des données de labo, je sais que je transporte un compte-rendu de XYZ. Première étape. Deuxième étape, on va les stocker. Pour les stocker, donc il y a pas mal de choses à faire. Tout ça, c'est facile à dire, hein. On va les stocker dans le bon format, donc il y a plusieurs options. Là, il faut choisir quel est le modèle de données qu'on veut. Et le troisième volet, c'est on va les exploiter. Et exploiter, ça peut vouloir dire vraiment beaucoup de choses. Exploiter de la donnée dans un cadre de recherche, ça peut vouloir dire faire des projections de données. Donc j'ai capté de la donnée, je l'ai stockée d'une certaine manière, je veux la projeter d'une autre manière pour la consommer dans un essai clinique. Si l'usage, c'est plutôt un usage de coordination, exploiter la donnée, ça va vouloir dire mettre à disposition, par exemple, un espace de discussion. Si je veux permettre un échange entre un coordinateur à l'hôpital, un médecin de ville avec un spécialiste à l'hôpital, ils ont besoin d'un espace de discussion. Donc il y a tout un outillage également pour l'exploitation des données. Donc pour nous, on peut résumer ou structurer quelles sont les différentes catégories de retour sur investissement. Parce que prendre ce genre de pari, c'est un vrai investissement et c'est un investissement qui peut prendre du temps avant de voir le retour sur investissement. Et souvent, nous, ce qu'on constate, c'est que le retour d'investissement doit être évalué de manière multidimensionnelle. Parce que il y a un retour sur investissement sur vraiment l'interopérabilité. Comment je passe d'un système en tuyau qui coûte cher à maintenir, il y a des connecteurs, il y a des frais avec des fournisseurs. Bon, bah, je simplifie ça, j'économise de l'argent. Ça, c'est un API, un ROI facile à anticiper. Dans le même chapitre de l'usage par API, il y a l'anticipation du règlement européen, ça a été mentionné, donc vous le savez tous. On a un règlement européen qui dit, d'ici quelques années, tous les établissements, on va voir comment les tutelles françaises l'appliquent, mais qui dit, en théorie, tous les établissements vont devoir projeter par API, en Fire, un certain nombre de points de données pour être consommés par le reste du système. Donc il y a un ROI aussi de conformité. Comment j'anticipe les exigences sur l'interopérabilité. Deuxième point, il y a bien sûr le patient. Et ça, les exemples dont on vient de parler sont très parlants. Si je veux pouvoir proposer aux patients dans un portail patient ces rendez-vous, mais que les rendez-vous se baladent dans 15 applications et sont déconnectés, je suis obligé de passer par cette étape de standardisation avant de le faire. Donc,
choisir un portail patient, celui du DPI, celui du logiciel d'anesthésie, c'est pas possible. Il faut tout passer par un canal pour le patient. La coordination avec le reste des professionnels de santé, c'est aussi un bon exemple. Et c'est le même exemple que le portail patient. Donc si je veux pouvoir engager un médecin traitant qui suive ce qui se passe avec ses patients, je suis obligé de centraliser cette information pour lui fournir cette information de manière lisible. Pareil, il y a des notions de coordination en temps réel. Donc, on a une des références qui est citée ici, MyVelop, qui est ce genre de plateforme installée au niveau du territoire, où quand un patient est admis à l'hôpital, le message HL7, mais le message lui-même, entraîne une notification envoyée au médecin traitant. Un de vos patients est admis à l'hôpital. Donc, ce genre de captation de la donnée permet aussi d'entraîner des vraies actions de communication et de coordination en temps réel. Bien sûr, il y a les usages secondaires, donc la recherche et le pilotage, ça c'est des choses qui vont de soi. Et il y a un dernier cas qui n'est pas toujours souligné, mais c'est la valeur ajoutée également d'un point de vue cyber-résilience, parce que centraliser ces données hors de l'applicatif permet d'y accéder si jamais on devait activer un plan de continuité d'activité ou faire un shutdown sur son système d'information pour quelconque raison, comme un problème de cyber. Voilà, donc c'est une approche qui demande vraiment une certaine prise de hauteur, parce que c'est des ROI qui sont complexes, qui sont multiples, mais qui s'accumulent, et donc prendre le pari d'investir sur cette stratégie, c'est quelque chose qui, en cumul, va payer et va permettre une vraie modernité pour les établissements qui prendront ce genre de direction. Voilà, j'ai listé un certain nombre de références. L'idée, c'est pas de les parcourir toutes, mais pour vous montrer que ce genre d'architecture, c'est pas une nouveauté. C'est vraiment quelque chose qui est aujourd'hui une réalité en Europe. Et pour en citer ou en décrire juste une ou deux, bien sûr, j'ai mis le CHU de Toulouse en premier mais si je parle 2 secondes de UKE de Hambourg, donc c'est un établissement qui a, je crois, 3000 lits. Enfin, c'est vraiment un gros universitaire allemand. Et ils ont, comme beaucoup d'hôpitaux universitaires, des centaines d'applications. Et ils ont posé sur toutes ces applications un modèle centralisé sur lequel ils mettent un viewer qui permet de voir un dossier patient unifié, peu importe d'où vient l'information. Donc je vais voir le patient X, je vois tous les documents dans un même onglet, je vois toutes les données structurées dans un même onglet, même s'il y en a un qui vient du logiciel de bloc, du logiciel de maternité, du logiciel de que sais-je, etc. C'est unifié. Voilà. Un exemple. Si je prends un autre exemple, on va dire français ici, qui touche Toulouse aussi, donc entre l'Oncopole de Toulouse, donc le CLCC et le CHU, poser ce même genre d'architecture qui permet d'unifier les données des patients du CLCC et du CHU pour permettre aux oncologues des 2 établissements de voir le même dossier patient unifié. Voilà. Donc, des usages comme ça, on en voit un certain nombre, mais je mentionnerai juste la dernière couche que vous voyez en bas, qui sont les éditeurs de e-santé. Voilà, nous, notre positionnement côté intersystème, c'est de dire que ce soit un établissement ou un logiciel, finalement, il s'agit de la même mécanique de capter la donnée, organiser la donnée et permettre des usages. Voilà, je pense qu'on en a fini, donc je vous remercie. Et on va pouvoir prendre des questions, si vous en avez. Merci pour la présentation. On a beaucoup parlé de transformation, mais on n'a pas parlé de temps. En combien de temps ça a été fait? Alors, comme je le disais, on a été pionnier, donc le temps est très long.
Si je regarde dans le rétroviseur, je vous disais, on démarrait en 2022-2023 ce sujet-là. Et on est encore à structurer des cas d'usage. Et on est encore à vouloir transformer la pratique de la donnée. Donc c'est long. Ça s'accélère aujourd'hui, parce que c'est quelque chose qu'adoptent tous nos collègues d'établissements de santé. Enfin, en tout cas, c'est le mouvement qui est pris. Mais en démarrant, très clairement, je peux pas vous donner un temps réaliste, parce qu'en démarrant avant les autres, il faut convaincre, il faut y aller, il faut investir, et c'est un temps long. Mais une transformation de ce type, dans un calendrier avec des usages déjà identifiés, il faut au minimum 24 mois pour poser la plateforme, poser la transformation, donner les cas d'usage, amener la modification métier associée. Oui, il faut au moins 24 mois. On a parlé de justement cette position de pionnier, donc qui fait que vous avez une maturité vis-à-vis de ce sujet qui est quand même plus avancée que d'autres hôpitaux, et de cette échéance qui arrive vis-à-vis de l'EHDS et qui arrive mine de rien bientôt, et justement de ce temps long. Comment vous voyez la nécessité de coopération entre structures de soins pour mettre en place ce type de pratique? Comment vous la voyez actuellement, cette dynamique justement de partage d'expérience vis-à-vis de ça, et quelle vision vous voudriez que cette dynamique prenne dans les années à venir? Sur la dynamique de l'espace européen de données de santé, on est dans nos sujets habituels, c'est-à-dire qu'on s'est donné des perspectives qui sont passées sur des validations on va dire juridiques, européennes, puis après étatiques, et donc sur des calendriers qui potentiellement, je devrais pas le dire comme ça, mais glissent un peu. Quand on questionne la CNAM sur le sujet, la donnée primaire dans son partage européen, c'est une priorité et une perspective, mais on sait très bien que ça va être long. Par contre, la dimension données secondaires, entrepôt, elle est déjà là, préfiguratrice. Donc, nous, on se prépare à la cible, mais en se disant, on sait que la cible bouge un peu. Ensuite, sur le partage entre les structures de soins, elle est portée déjà dans nos communautés de pratique, dans ce qu'on peut partager, mais elle est surtout portée par la puissance publique, c'est-à-dire l'ANS, la DNS, qui nous donne, à côté de nous, en échangeant avec eux, les doctrines à suivre. On est là dans des cadres nationaux qui vont être par État portés par une directive européenne. Donc moi je le vois comme ça, c'est-à-dire qu'on continue à travailler avec notre structure et notre puissance publique pour formaliser, donner le cadre. On est innovant, on a réussi à l'être, tant mieux. On sera peut-être derrière sur d'autres sujets, et ça nous permet d'influencer là aussi l'ANS, la DNS dans ces doctrines. Ça ne pourrait se faire que comme ça. Communauté de pratique, puissance publique et cadre européen qui structure. Oui, je rajouterais peut-être un point là-dessus, qui est la dimension terrain. Et donc, bien sûr, on attend, enfin certains comme nous attendent avec impatience une position un peu plus ferme, un peu plus directive des tutelles. Mais en attendant, il y a un vrai mouvement terrain. Donc, il y a ce soir un Fire Meetup pour ceux qui seraient intéressés. Il y a différentes communautés autour de HL7 Europe, de gens qui se regroupent pour, même en attendant les directives de la puissance publique, pouvoir quand même travailler intelligemment et partager des pratiques, des retours d'expérience et des choses comme ça. Donc s'il y en a ici que ça intéresse, on pourra certainement vous mettre en contact avec ces communautés. Oui, bonjour. J'ai une question par rapport à la structure, par rapport à l'infrastructure, en suivant votre schéma. Est-ce que vous ne craignez pas quand... Ah, d'accord. Par rapport à l'infrastructure, est-ce que vous ne craignez pas le fait de concentrer toutes les données au même endroit, c'est-à-dire que ça soit des données patients ou non patients, que cela puisse représenter une faille, notamment avec l'intelligence artificielle qui aurait accès vraiment à toutes les données de l'infrastructure et non pas seulement des données bien précises en fonction des cas d'usage.
non, non, mais le risque que vous identifiez, il est évident. Tout à l'heure, on disait que si on regarde le système d'information, et je reviens sur l'hospitalier, vous avez des dossiers de production. C'est-à-dire que là où se concentre la donnée pour faire l'activité du parcours de soins cliniques à l'intérieur de l'hôpital. L'entrepôt ailleurs, on le voit comme quelque chose à côté qui engrange l'information. Donc, sur un aspect de cyber-résilience, comme ça a été dit, on peut y voir un avantage en disant si on a des protections périmétriques qui sont suffisantes, on peut isoler ça et avoir avec des outils de data access accès plus rapidement à la donnée qui va nous manquer dans une cyberattaque, etc. Si on le regarde sur un côté protection de données, on pourrait se dire mais on a un endroit là qui peut être une forme du duplicat de l'entrepôt de données de santé. C'est pas tout à fait la même chose, c'est pas le même standard, c'est de la donnée vivante. Et donc qui nous oblige aussi, on parlait de minimisation, à avoir cette prudence. À un moment donné, là-dedans on fait des choix. Et l'avantage est suffisamment supérieur au risque pris, sans dire que le risque pris, on ne le cadre pas par des dispositifs de sécurité physique, de réglementation avec des doctrines ou de protection de données au titre du RGPD. J'ai pas de bonne réponse, mais à un moment donné, avec nos entrepôts, avec l'unification des données, on prend et on a des points de failure qui se créent. C'est une réalité implacable. Eh ben, je pense qu'on est bon. Je vous remercie encore une fois. Merci. Merci.